à tout le monde. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur YouTube pour vous faire cette vidéo que vous attendiez depuis longtemps et que j'attendais également de vous faire depuis longtemps. Je vous le montre à l'envers en plus sur The Urban Tarot. The Urban Tarot, on va le prononcer à la française, qui est mon jeu pépite de ces temps-ci. Donc, en fait, clairement, ça faisait très très longtemps que j'avais pas acheté de nouveaux tarots. Et il y avait un phénomène chez moi, je m'en suis rendu compte vraiment quand je me suis mise à travailler avec ce jeu. Il y avait un phénomène peut-être de m'être un peu endormie sur mes lauriers. Après ne plus avoir acheté de tarot pendant très longtemps. Quelque part, j'étais à l'aise avec toutes mes significations, avec tous mes jeux. Je les connaissais hyper par cœur parce que j'investis toujours beaucoup mes jeux de tarot. Et du coup, j'ai l'impression d'être en train de redécouvrir réellement le tarot avec ce jeu. Donc, c'est une réexploration. Et j'avoue que c'est assez génial à vivre. Donc, je vais vous le présenter un peu plus en détail. C'est un tarot qui a été créé par l'artiste Robin Scott. C'est quelqu'un qui est graphiste et c'est à base de collage. J'ai trouvé les dessins super beaux, super inventifs, d'une finesse vraiment rare. Alors, le truc qu'il faut savoir avant que je me lance vraiment dans l'exploration des cartes, c'est que c'est un tarot type Thoth. Donc, ça suit pas exactement les mêmes significations que le Rider-Waite, même si le système global est quand même, franchement, c'est très, très, très apparenté. Ce sera pas une découverte totale si vous connaissez bien le Rider-Waite. Personnellement, je connais très, très, très peu le Thoth et je me familiarise avec le système Thoth à travers ce tarot. Mais voilà, c'est pas ma zone de confort, le tarot de Thoth, clairement. Donc, c'est un système peu familier pour moi, notamment pour les explications liées aux personnages de la cour. La première chose dont je veux vous parler, c'est cette pépite-là. Honnêtement, d'habitude, je fais pas trop attention au livret, voire même, vous savez, dans mon initiation au tarot intuitif, je vous dis même que vous n'en avez pas forcément besoin. Donc, c'est un outil que je squeeze assez facilement, à vrai dire. Mais honnêtement, celui-là, j'ai vraiment passé du temps avec lui. Parce que c'est pas un outil qui va nous donner simplement la signification des cartes d'après l'auteur, etc. On entre vraiment dans le processus de création de l'auteur. Par exemple, à chaque fois qu'il met des personnages en scène, je vous montre là les quelques arcanes majeures en fait, c'est des personnages de son entourage direct. Et il explique pourquoi il a choisi ces personnes, dans quelle position il les a mises. Là c'est lui-même plus jeune. Et il y a une touche du coup très 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 personnelle et très intime dans ce jeu. Il donne aussi les dates auxquelles il a créé chaque carte. On voit qu'il les a pas créées du tout dans l'ordre chronologique selon le paquet de cartes en fait. Il donne les explications de pourquoi il a choisi ça, pourquoi est-ce qu'il a choisi tel monument, parce que il y a partout des éléments de New York qui est vraiment la ville de l'auteur. Attendez, je vais vous montrer certains. Les éléments que vous pouvez reconnaître en fait en arrière-plan. Il y a beaucoup d'anecdotes au sujet des rues de New York elles-mêmes que je vais pas forcément m'attarder à vous expliquer ici tout simplement parce que je suis pas hyper familière de New York, donc je vais m'embrouiller, je vais être obligée de rechercher dans le carnet, etc. Mais ça m'a énormément intéressée. C'était extrêmement approprié, extrêmement personnel. J'ajoute là-dedans que j'avais choisi ce jeu parce qu'il était extrêmement inclusif. On retrouvait toutes les morphologies de personnes. La répartition entre les sexes est à peu près égale. Je vais pas compter, mais je pense que c'est à peu près égal. On retrouve évidemment toutes les couleurs de personnes. C'est un jeu très aussi orienté LGBT. Il faut savoir que Robin Scott, c'est une personne transgenre. D'après ce que j'ai compris, qui est passé du sexe d'homme au sexe de femme, qui en plus est marié, qui en plus a un parcours parental. Et en fait, à travers ses dessins, comme je vous ai dit, ça c'est lui quand il était plus jeune, on suit l'évolution aussi de sa propre personnalité et de son propre genre à travers l'histoire de ses cartes et aussi de sa parentalité. J'ai trouvé ça vraiment très approprié. Je veux dire, j'ai pas d'autres jeux de tarot où l'auteur se soit autant approprié les différentes cartes de tarot. Je fais une petite pause quand même parce que je me rends compte que je ne me suis même pas présentée. Donc, je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne et tarologue. Et en fait, mon travail, c'est de vraiment mettre mon expertise et mon intuition à votre service à vous si vous savez que quelque chose d'essentiel doit changer chez vous. Et c'est pour que vous puissiez vous affirmer et faire réellement bouger votre vie.
Donc, je vous invite, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans cette analyse du tarot et cette avancée dans le tarot, de souscrire. C'est une petite série de vidéos gratuites que j'ai créées. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ça s'appelle L'île Tarot avec moi. Vous devez entrer votre adresse mail et ensuite vous recevrez les vidéos. Et ça vous permettra aussi, vous, de faire une petite introspection à travers le tarot, de savoir comment je vois les choses, etc. Mais voilà, maintenant je vais enfin vous montrer les cartes un peu une par une. Je vais vous donner peut-être mon interprétation ou ce que j'en vois ou certaines fois des commentaires. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est tellement riche que j'en ferai pas le tour. Donc très honnêtement, ça va être assez succinct. Bref. Alors, attendez. Le fou. Bon, ça, je pense que je vous l'ai un petit peu dit. Mais c'est vraiment cette perspective d'avoir de la hauteur et de se demander si on va sauter le cap ou pas sauter le cap. Le magicien qui est vu comme quelqu'un de créateur artistiquement parlant, qui a tous les outils réunis autour de lui et qui maintenant doit se mettre dans une perspective de vraiment donner naissance à ce qu'il habite. La grande prêtresse, qui est quelque chose de, contrairement au magicien qui est plus actif, et plus justement dans la force de la passivité quelque part, la force de la réception. Ouais, c'est vraiment la force du recevoir et de la passivité pour moi, cette carte-là. L'impératrice, alors, c'est un des problèmes pour lesquels ce jeu n'a pas toujours été fluide pour moi, c'est-à-dire que les cartes auxquelles je m'identifie le plus fortement, et l'impératrice fait partie de ces cartes, j'étais en mode, ouais, mais enfin, en fait, j'ai pas tellement envie de m'identifier à cette carte. Je saurais pas trop dire pourquoi ça me colle pas tellement. Pourtant, je suis maman. Hein. Mais bref, j'adhérais pas d'emblée forcément à cette carte. Mais bref, c'est la mère créatrice, c'est la mère nourricière, celle qui prend soin, celle qui donne naissance, celle qui est aussi amour et gentillesse. C'est la carte familiale aussi par excellence. L'empereur, donc je vous dis quel personnage est le vrai père du concepteur de ce jeu ou de la conceptrice de ce jeu, sachant que apparemment c'est un homme plutôt jovial et il lui a fait prendre exprès cette pose très très sévère à la Churchill et on va pouvoir endiguer cette grande catastrophe d'inondation ou d'ouragan qui arrive. C'est vraiment le père protecteur, quitte à être extrêmement sévère, mais qui sait quoi faire quand tout part en cacahuète. Le pape, qui est vraiment le guide spirituel par excellence, avec tout ce que ça implique de bienveillant, mais tout ce que ça implique d'extrêmement normé par ailleurs. Ah oui, alors non seulement il met des personnages qu'il connaît dans ses cartes, non seulement il met son histoire dans ses cartes, non seulement il met des morceaux de sa ville dans ses cartes, mais en plus il nous raconte l'histoire parce qu'en fait il utilise différents matériaux. Vous voyez comme, je sais pas si vous voyez bien, c'est des collages très fins de différentes matières. Et en fait, il dit où est-ce qu'il a pris les différentes photos des différents matériaux. Et c'est toujours rattaché à son histoire à lui ou à des pièces dans lesquelles il a vécu. Voilà. Donc en plus, il y a un jeu sur les textures qui est également expliqué. Bon, bref, il y a toujours des autres couches de lecture. Ça, c'est son mariage à lui pour la carte des amants. J'ai adoré que ce soit son mariage à lui. Donc, c'est lui qui est l'homme et du coup qui avait une barbe à l'époque, il le dit. Mais c'est un signe d'engagement complet dans sa passion, en fait, de souscription à un amour. Le 7, c'est quelqu'un qui est accroupi sur un taxi pour le chariot. J'adore cette image d'action, de prise de pouvoir, de on y va. C'est très très aller de l'avant comme carte. La justice, qui est aveugle et qui fait ce qu'il doit faire, même si ce n'est pas forcément le truc le plus fun. L'ermite, qui est donc un sans-abri, avec derrière, on a un cerbère qui est là, qui protège sa propre solitude, son propre retrait, avec le côté extrêmement bénéfique que ça a du retrait, justement, et de la réflexion pour soi et d'avoir un regard neuf sur les choses, et en même temps, ce côté extrêmement isolé et extrêmement pauvre. La roue de fortune, qui
En fait, elle est très inquiétante, cette roue de fortune, par rapport aux autres roues de fortune que je connais, parce qu'effectivement, ça peut être quelque chose d'extrêmement festif et joyeux, et ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement morbide, ou qui met un peu mal à l'aise, ou qui fait penser à un petit décor de film d'horreur, là. Mais c'est vraiment accepter de se laisser aller à ce jeu du destin, et c'est prendre le contre-pied, en fait, de cette roue qui, normalement, est très festive, de la montrer dans le noir et dans une période hors saison. La force. Alors, il y a une signification pour les lions qui ont deux noms particuliers. Normalement, il y en a deux. Je ne me souviens plus très honnêtement. Je vais pas rechercher dans mon livret maintenant, mais j'ai adoré. Et j'adore cette force en douceur, en fait, qui est là pour canaliser un archétype, finalement. Il y a aussi, oui, ça c'est moi qui l'ai vu, mais c'est pas du tout expliqué comme ça dans le livre. De temps en temps, je retrouve franchement des images de films pour moi. Et là-dedans, je vois le Joker. Je ne sais pas si vous y voyez la même chose, mais en gros, c'est le pendu, c'est quelqu'un qui est riche et qui est en train, suspendu par les pieds à une espèce de grue ou on sait pas quoi, de perdre toutes ses possessions matérielles et quelque part de prendre ça avec une relative philosophie. Son visage, il n'est pas spécialement tendu ou anxieux ou hurlant. Donc il y a une philosophie de la perte qui est là, que j'aime beaucoup aussi. La mort, elle est franchement glaciale. C'est un parti pris de ne pas avoir mis de crâne, en fait, mais d'avoir masqué le visage parce que la mort n'a pas de visage. Et en fait, il y a une idée très très forte liée à la réincarnation et au fait que même s'il y a une mort, eh ben, il y a quelque chose qui continue à vivre avec la transplantation d'organes qui est possible sur un corps avec cette fonction vitale qui est quand même préservée. Et on a des petits insectes symbolisant la résurrection également. Une montre sans aiguille. Enfin, cette carte de la mort, je la trouve particulièrement poignante et particulièrement repoussante aussi. Même si c'est une vision de résurrection, pour moi, c'est pas, je suis pas à l'aise forcément. La tour, c'est New York envahie par les eaux. Donc c'est vraiment la dévastation complète de toutes les croyances sur lesquelles sont fondées cette ville et sur lesquelles sont fondées en général les États-Unis d'Amérique. Donc c'est pas forcément une vision. J'ai du mal à avoir de l'optimisme dans cette tour. Oui, ce qu'il y a aussi dans ce jeu-là, c'est que les cartes sont optimistes ou pessimistes ou neutres. Il y a des cartes qui sont relativement neutres. Je trouve que la carte du magicien, par exemple, est dans cette neutralité. Mais pour la carte de la tour, il n'y a pas vraiment de volet optimiste. Si vous avez suivi mon cours initiation au tarot intuitif, vous savez que je vous encourage à avoir dans toutes les cartes le volet optimiste et le volet pessimiste de la carte, parce que dans un jeu type Rider-Waite, c'est largement possible. Et ici, les cartes négatives sont vraiment négatives et on ne peut pas vraiment y lire de positif. Et à l'inverse, il y a des cartes réellement très positives et solaires qui ne peuvent pas vraiment être lues en négatif. Donc il y a vraiment une polarité très forte dans ce jeu, je trouve. Je poursuis avec le diable, qui est vraiment, enfin, c'est l'image de la débauche complète, du dédain, de la supériorité et de quelqu'un qui est très rayonnant et roi dans les enfers. Et quelle meilleure représentation des enfers que des toilettes publiques complètement puantes. Comment est-ce qu'on fait pour pas être complètement sous le charme et en même temps complètement repoussé? Donc c'est bien le diable. Alors, art, c'est l'appellation tempérance dans Tarot de Thoth. J'ai adoré cette mise en abîme vous voyez, la tempérance du Rider-Waite qui a été peinte, enfin bombée, graffitée par une artiste de rue. J'adore ça, j'adore cette perspective et que dans un univers qui est quand même relativement délabré, relativement sombre, et bien tout d'un coup on puisse faire surgir des messages d'espoir, des messages angéliques dans les murs. Et c'est vraiment l'apport de l'art dans nos vies. Et l'apport de la tempérance également. Pareil, l'étoile, on retrouve ce même message d'espoir. Il faut savoir que ici, le bâtiment qui est représenté, c'est un bâtiment qui prend en charge justement les sans-abri et les personnes qui sont particulièrement dans des conditions défavorables. Et l'étoile est là, avec des bouteilles d'eau autour d'elle, pour redonner ce goût de vie, en fait, aux personnes qui peuvent avoir perdu tout espoir. Bon, alors je ne sais pas ce que vous y voyez, mais moi je vois très clairement Carrie de Stephen King dans cette image-là. Mais bref, la lune
Et donc, on voit la lune, mais en même temps, on est très, très connecté au monde des égouts, au monde de l'ombre, au monde intérieur crasseux qu'on refuse de voir, avec les bêtes mystérieuses qu'on s'imagine dans les égouts. Il y a le crocodile, le fameux crocodile albinos, qui est une légende urbaine qui aurait été vu dans les égouts de New York. Bref, il y a tout ce monde souterrain et un peu cradoc là qu'on préfère oublier. Et puis ça nous rappelle effectivement nos peurs, nos plus primaires en fait. Dans la lune, le soleil, qui est vraiment un parc baigné de lumière avec un enfant qui court. Et pour moi, c'est aussi le fait, ça représente bien le fait d'être magnétique en fait, parce que le soleil est en général une carte aussi de richesse, une carte de grand oui, mais en fait aussi de ce qui fait notre pouvoir magnétique, de ce qui fait vraiment notre plexus solaire. Et quoi de mieux que de retrouver cet enfant intérieur, parce que les enfants, par leur rire, par leur spontanéité, sont très naturellement magnétiques. Je veux dire, si vous prenez, je vais prendre l'exemple avec encore plus petit enfant, mais les bébés, quand vous êtes dans une pièce du type une salle d'attente ou un truc comme ça, même si vous ne regardez pas autour de vous, vous savez, vous le sentez s'il y a un enfant qui pénètre dans la pièce ou pas. Et je trouve que c'est bien envisagé là aussi, de tout d'un coup, il y a ce rayonnement, cette explosion qui arrive. Je ne sais pas comment on prononce la carte du jugement dans le tarot de Thoth, qui est The Aeon. Je ne sais pas du tout comment on le prononce, donc je vais me contenter de vous le montrer. Mais ouais, voilà. Et en fait, on n'est pas trop dans une perspective de jugement type Rider-Waite, avec cette idée justement de renaître, de se transcender et d'être peut-être pardonné et de se pardonner à soi-même. Mais là, c'est plus de nouveau faire le lien avec sa propre lignée, avec sur les murs là de l'île de la Statue de la Liberté là, tous les noms des immigrés qui ont transité par New York pour venir peupler l'Amérique à l'époque de sa colonisation de masse, on va dire. Et enfin, The Universe. C'est sa femme qui l'a représenté là. En fait, il y a vraiment un parallèle avec le fou. Hop. Le fou étant celui qui est complètement inexpérimenté et qui hésite à passer cette marche, à se lancer. Et sa femme, il l'a représentée comme celle qui a déjà tout le savoir en elle et qui se lance avec confiance, qui n'a même pas besoin de regarder exactement où est-ce qu'elle met les pieds. Et même si ce monde semble un peu inconnu, peut-être même un petit peu menaçant, eh ben, il y a cette confiance et cette foi qui l'habite qui fait qu'elle peut avancer en toute sécurité, parce que c'est pas le monde autour d'elle qui est sécure, c'est elle qui porte sa sécurité en elle. J'adore cette carte du monde. Je vais passer aux suites. Ah, attendez. J'avais des choses à vous dire bien précisément, donc j'ai besoin d'avoir un petit peu mes notes sous les yeux. Mais en gros, j'ai beaucoup aimé cette approche des arcanes mineurs, parce que plus que dans les autres jeux de tarot, c'est le cas dans les autres jeux de tarot, mais là, j'ai trouvé ça très très fort. À chaque fois, il a conçu ça il ou elle, le concepteur du jeu a conçu ça comme une histoire. Et du coup, à chaque fois, on prend l'énergie de la suite et on pousse de plus en plus loin dans cette énergie-là, dans l'énergie en feu pour les bâtons, dans l'énergie en air pour les épées, dans l'énergie en eau pour les coupes et dans l'énergie en terre pour les deniers. Mais je trouve cette idée de continuité à travers la suite est beaucoup plus forte dans ce jeu-là que dans les autres tarots qui sont en ma possession en tout cas, ou que je connais bien en tout cas. Donc, je vous fais le topo. La suite des bâtons, il s'agit vraiment de mettre en avant, surtout là avec l'As, c'est une volonté nouvelle qui est quelque chose qui va être mis en place. Et lui, il va vraiment voir ça comme l'histoire d'un mouvement social qui va initier un changement sociétal. Donc ça, c'est une première truc de volonté. Il y a juste volonté, même si c'est encore nu, même si c'est vraiment la flamme de la Statue de la Liberté qui est enflammée. Vous avez vu que la Statue de la Liberté est représentée à différents niveaux en fait dans ce jeu-là. Le 2, je vais pas vous raconter l'histoire de chaque statue, maintenant je les connais. Mais bon, bref, là il s'agit en fait des premiers outils pour pouvoir développer cette suite, développer cette volonté nouvelle, ce mouvement social nouveau. Et c'est cette idée d'avancer, de dominer et de se faire suivre par des personnes qui vont nous aider, ainsi que le cheval, qui vont nous permettre d'avancer. Le 3 de bâton, c'est vraiment l'inspiration et le développement de cette idée du mouvement social
Donc, on a cette idée de coller à ses valeurs et d'être prêt à tout pour coller le plus possible à nos propres valeurs, quitte à prendre des risques. Mais il y a aussi quelque chose justement de très valeureux, de très remercié, de très mis en avant. Le 4 de bâton, excusez-moi, je suis en train de mettre un petit peu à plat tous mes petits papiers là. On est vraiment dans les premières victoires. Là, il s'agit d'une remise de diplôme en fait. Donc on arrive. Le 4 en général, c'est toujours un certain point d'équilibre après avoir fait les premières démarches. Donc il y a vraiment un changement qui a été initié. Ok, on a passé une première victoire, on la célèbre, mais il faut aussi savoir qu'arrivé à ce 4, on n'a eu aucune encombre majeure. Je veux dire, il nous est pas arrivé de clash dans notre vie quand on en arrive là. C'est juste une célébration pour la pure joie de célébrer parce qu'on a passé une première étape. Pour le 5 de bâton, c'est strife. Oui, tous les mots qui sont marqués en dessous, c'est vraiment du tarot de Thoth en fait. Qui sont associés du coup à chaque énergie de chaque lame. Il s'agit vraiment des premières contradictions ou de premiers ennuis qui peuvent venir justement vers cette affirmation de soi, vers cette nouvelle volonté. Après, c'est pas forcément mauvais, surtout dans ce cas du 5 de bâton, parce qu'on va se retrouver confronté à quelqu'un qui va nous pousser à nous dépasser nous-mêmes. Donc, c'est vraiment une histoire de confrontation là-dedans. Le 6, c'est clairement une carte de succès. Donc, on a réussi certaines premières épreuves et on a dépassé cette carte de strife. Et là aussi, c'est le pont de New York et je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, il y a à chaque fois une histoire là-dedans. Là aussi, c'était les mains qui ont servi et les panneaux qui ont servi. C'était lors d'une vraie manifestation. Les mains il a repris ses mêmes mains. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ce set de bâtons? Il y a une idée à chaque fois dans les sets, dans ce jeu-là en tout cas, de se battre avec la possibilité de tout perdre. Donc il y a une histoire de pour avoir une volonté nouvelle, de vouloir mettre un mouvement social en place, de devoir enfoncer le clou, de devoir se battre pour ça. On arrive sur le 8, qui sont en général des cartes un petit peu d'aller peut-être trop loin ou d'avoir peut-être peur d'aller plus loin. Et du coup, il y a une carte de se débattre un petit peu avec tout ce qu'on a à faire ici, je trouve. Et d'aller peut-être trop vite et d'être organisé, mais d'avoir une certaine masse de choses à faire dans la rapidité. On est vraiment sur une carte d'exécution. Ok ? Fortitude. Là, en général, il interprète les 9 comme vraiment le plein potentiel de la suite. Donc là, la suite de la volonté, si on s'attache à la suite des bâtons. Et c'est vraiment cette idée de quoi qu'il arrive, je continue à pousser mon petit vélo des postes. Quoi qu'il arrive, même aussi en termes de changement au niveau très global, c'est-à-dire que la poste n'est plus exactement ce qu'elle était depuis l'arrivée des courriels, etc. Mais je continue à être présent, à être là, et qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, je suis là. C'est vraiment la volonté extrême. Et enfin, le 10 de bâton, c'est l'idée d'être vraiment écrasé par tout, enfin, quelque part à se battre trop loin pour ses idées. On peut arriver à faire des choses répréhensibles et non légitimes même pour soi. On se finit à être désaligné de nos valeurs en allant trop loin dans notre volonté. C'est aussi cette carte une dénonciation de selon qui on est dans la société, on n'est pas jugé de la même façon. Il y a pas mal de dénonciations dans ce jeu. Alors, les personnages de la cour. Il faut savoir que le système Thoth, c'est Knight, donc cavalier ou chevalier, reine, prince et princesse. D'accord? Alors, il a très très fortement reproduit le fait que Knight, les chevaliers sont reliés à l'idée de feu, les reines sont reliées à l'idée d'eau, les princes sont reliés à l'idée d'air et les princesses sont reliées à l'idée de terre. Donc, il a vraiment vraiment très 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 fortement joué là-dessus. Donc, le chevalier, je vais dire le roi, ça va être plus simple. Le roi de bâton qui est prénommé la rockstar, il va vraiment prendre le pouvoir grâce justement à l'élément feu. Donc grâce à sa passion, il va pouvoir être sur le devant de la scène,
elle va pouvoir, c'est vraiment les émotions qui sont liées justement à l'élément feu, à l'élément de bâton. Et du coup, avec son côté émotionnel et engagé, elle va pouvoir défendre les injustices sociales. Ce prince de bâton, le journaliste, il va pouvoir exprimer les injustices ou sa volonté sociale et les dénoncer face à un public. Et, attendez, il faut que je prenne la main. Hop, la princesse de feu, j'adore cette image. C'est vraiment la mise au monde quelque part de l'élément feu, la pleine possession pardon de l'élément feu, l'ancrage de l'élément feu, et du coup il y a une connotation extrêmement provocante, extrêmement sexuelle dans cette carte. Et extrêmement joueuse aussi. Je trouve que c'est vraiment pour le coup une carte de jeu, et c'est tant mieux comme ça. Alors, les coupes. Je vais vous montrer les coupes. Hop. Donc, As de coupe, là, on est dans l'énergie pure de l'élément eau. Il faut savoir que l'auteur voit dans la suite des coupes l'histoire d'une histoire d'amour. En tout cas, d'une histoire sentimentale. De toute façon, on va se le réapproprier comme une histoire relationnelle en général, mais là, il le met sous les traits d'une histoire d'amour. Donc, là, c'est juste une histoire d'ouverture de cœur, tout simplement, sans objet fixe. Avec le 2, tout d'un coup, c'est le coup de foudre, on trouve l'objet de sa passion. Avec le 3, excusez-moi, on est vraiment dans la célébration, dans l'inspiration qu'on va trouver pour encore plus développer l'amour qu'on porte en soi, avec le côté aussi très un peu futile et un peu réunion d'amis. Il faut savoir aussi que là, la main de chacun, il y a sa main à lui, il y a la main de sa femme et la main de je ne sais plus qui, mais voilà, même les mains sont des mains de personnages de sa vie à lui. Mais c'est vraiment une carte d'amitié et de célébration. C'est la carte de l'amour au sens large. C'est pour ça que je dis pas que c'est une carte d'amour homme-femme ou bien individuelle, on va dire, mais c'est une carte plurielle d'amitié et de célébration. Avec le 4, on est vraiment sur un point d'équilibre, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec l'être aimé dans une situation où on peut complètement se détendre avec ce que ça implique de négatif et ce que ça implique de positif, c'est-à-dire d'extrêmement sécurisant également. Avec le 5, on est aux ennuis qui sont liés aux histoires d'amour, aux déceptions qu'a pu nous causer notre histoire d'amour. On est visiblement, on passe juste après là une grosse scène de ménage où toute la vaisselle a été cassée. Donc c'est vraiment le truc de oui, l'autre qu'on aime peut aussi être une cruelle déception de temps en temps. Mais par contre, le 6, on peut évoluer au-delà de ça, accepter que l'autre soit différent de nous et tout de même partager vraiment quelque chose de fort au niveau amoureux, au niveau sensuel, au niveau du plaisir à deux. Avec le 7, débauche. On est vraiment sur la possibilité de tout perdre, la possibilité de perdre peut-être son partenaire, la possibilité de s'être trop endormi sur ses lauriers et d'avoir fait des choses qui étaient un petit peu de l'ordre de transgresser l'histoire d'amour ou l'histoire d'amitié qu'on pouvait vivre. Pour le 8, on en est vraiment à un point d'équilibre avec une certaine peur d'aller plus loin, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une carte d'ennui. C'est un plan de travail de quelqu'un qui doit travailler et qui ne travaille strictement pas vu qu'il s'amuse à empiler des petits verres. C'est vraiment la peur de se lancer et d'oser écrire, d'oser faire plus, d'oser peut-être prendre un autre chemin qu'on n'avait pas encore imaginé. Enfin, je jette les cartes, plein potentiel de la suite avec le 9 de coupe. On est vraiment dans une idée de bonheur, autour de l'amour notamment, là, de l'amour vraiment au niveau familial, je trouve, ou au niveau très amical. Mais c'est vraiment se sentir entouré, se sentir dans l'équilibre de cet élément haut. Je continue avec le 10. Le 10 de coupe qui est l'ouverture aussi sur tous les possibles après cette histoire d'amour, c'est-à-dire la grossesse, c'est-à-dire les enfants. Alors, il y a une petite fille qui est portée à l'arrière-plan, c'est sa petite fille à lui qu'il a eue avec sa femme. Et donc, un couple lesbien dont la femme est enceinte également, c'est vraiment la célébration, l'acceptation de chacun comme il est et le fait de continuer. Il y a une certaine pérennité avec le fait de faire des enfants. Je continue
le roi, je vais dire roi, le roi de coupe, je l'adore, le gros dragueur de bar là. C'est vraiment la prise de pouvoir là pour le coup au sein des couples, c'est-à-dire la possibilité d'être dans la séduction. Là, ce sont les émotions liées justement au monde émotionnel. Donc, on est vraiment dans la compréhension, on est dans la retranscription de ce que l'autre vit, on est dans l'autre qui agit comme un espèce de miroir de soi. J'adore cette reine de coupe. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je me sens pas intuitivement très connectée à cette reine de coupe. Et en fait, elle m'a vraiment réconciliée avec les reines de coupe. Je l'aime. Euh, le prince de coupe, c'est vraiment de l'expression grâce à la sensibilité. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui est prêt à monter un film, qui est prêt à monter un projet artistique pour mieux s'exprimer, pour mieux exprimer ses idées. Et là, on est vraiment avec la princesse de coupe, on est vraiment dans la mise au monde, dans la concrétisation d'un rêve émotionnel. J'aime beaucoup. Et ça aussi, ça me fait penser à Cendrillon, en fait. Ou un peu La Belle au bois dormant, film de Walt Disney, où il y a la confection d'une robe qui entre en jeu et qui fait rêver. Oh là là, on va être une princesse. Il y a vraiment ça là-dedans, cette fraîcheur que je retrouve vraiment dans toutes les cartes de princesse. Elles sont très, très, très fraîches, très revigorantes, je trouve. Je poursuis avec... Attendez, je vais prendre mes cartes d'épée. Hop. Les cartes telles que je vous les présente, c'est simplement l'ordre dans lequel elles sont données dans ce livret. Donc, avec la suite des épées, on est vraiment dans le fait d'avoir une nouvelle thèse qu'on aimerait développer, de fait de défendre une idée. Et en fait, il va présenter ça comme si on devait développer une idée soit scientifique, soit politique devant d'autres personnes éventuellement. Donc ça, c'est vraiment idée lumineuse. On se laisse transpercer quelque part par une idée. Là, on est dans un terrain de jeu sous le soleil, donc sans ombre, et c'est un milieu extrêmement protégé. Donc c'est vraiment peaufiner soit tout seul son idée, choisir exactement ce qu'on en pense, mais vraiment ne pas forcément la confronter au monde extérieur. C'est vraiment l'élaboration de l'idée pour soi, en étant protégé dans son petit milieu et sans que personne n'ait dit l'inverse de notre idée. Du coup, c'est assez autosatisfaisant. D'où le fait il y a marqué peace en dessous. Le 3, c'est une des images les plus dures à regarder du jeu parce qu'elle évoque clairement le suicide. Mais en général, ça, c'est une carte vraiment, pour moi, là, de confrontation. On se rend compte que les gens ne partagent pas notre vision du monde et notre idée. Et voire ne sont pas du tout prêts à l'accepter, la démontent. Et c'est ce qui nous empêche à certains stades de vivre dans le monde tel qu'il est. Donc ça peut vraiment être perçu comme très durement le fait qu'on puisse être confronté, que les autres ne puissent pas forcément partager notre idée tellement importante pour nous. Là, par contre, dans le 4, on est vraiment sur un point d'équilibre où les différentes visions du problème peuvent être concertées, confrontées, discutées, et l'opinion de chacun a une valeur aux yeux des autres. Je continue avec le 5 qui est clairement plus une carte d'ennui, de contradiction et quelque part c'est tout miser sur son idée et prendre le risque de perdre. Il y a un risque de perdre et si on persévère à toujours vouloir gagner, toujours vouloir avoir raison, c'est comme avec la banque au poker, on finit inévitablement par perdre. Par contre, avec le 6 d'épée, on est sur un développement plus scientifique, plus équilibré et du coup plus dans la possibilité de partager son idée parce qu'on arrive avec des arguments véritablement scientifiques, véritablement équilibrés. Cette fois, on a maturé notre idée et on est vraiment prêt à la présenter au monde malgré les différents points de vue ou les différentes contradictions qui peuvent se présenter. Avec le 7, on est là aussi face à une possibilité de perte ou avec le devoir de se battre parce qu'on se rend compte que selon la personne qu'on est, selon les moyens qu'on a, selon notre cercle, il est probable qu'on soit plus ou moins écouté, qu'il n'y a pas que notre parole qui fait foi, il y a aussi tout le brouhaha autour qui fait qu'on sera écouté ou pas. Avec le 8, on est face, c'est une carte interférence,
c'est vraiment le fait d'avoir là aussi des signaux brouillés parce que quelque part tout le monde veut donner son avis. Il y a une idée avec l'écran de réseaux sociaux, de télévision, de brouhaha autour d'une idée, du fait que tout le monde cherche à faire monter la choucroute à sa façon et que du coup il y a une espèce de perte de clarté de l'idée première. À force de chercher à peaufiner à tout prix cette idée première et à la faire passer, on en perd quelque part l'identité première de cette idée. Ouais, elle nous échappe. La cruauté, c'est pour nous rappeler aussi que quand il n'y a plus que cette idée qui domine, eh ben on laisse tomber tout notre monde émotionnel, on laisse tomber tout notre monde matériel, on laisse tomber tout notre monde de faire et on se retrouve complètement annihilé par le fait d'avoir une idée fixe. C'est une idée des dictateurs qui vont jusqu'au bout de leur idée et qui finissent par créer des génocides. C'est une idée de nous-mêmes être obnubilés par une idée au point d'en perdre le sommeil et l'appétit, etc. Donc c'est finir par se faire mal à soi-même à force de laisser de la place à cette idée dans notre vie. Avec le 10, alors j'ai eu besoin de l'explication du livret pour comprendre exactement ce que représentait cette image parce que je la trouve assez abstraite, mais en fait on est face à une cuillère dans laquelle chauffe de l'héroïne, il y a la flamme d'un briquet en dessous. Donc c'est vraiment le fait de provoquer sa propre ruine, son propre échec en se droguant ou par d'autres moyens. Là c'est la drogue qui est montrée là, mais il va de soi que tous les lecteurs de tarot ne sont pas des drogués, même s'ils tirent cette carte. Mais disons que c'est provoquer soi-même son échec. Et c'est aussi l'idée d'avoir tellement touché le fond, parce que les 10 sont aussi des cartes de renouveau, c'est d'avoir tellement touché le fond qu'il n'y a plus qu'une seule opportunité, c'est de changer d'idée ou bien d'attaquer un autre plan de sa vie et de rebondir et de peut-être prendre soin de soi cette fois-là. J'entame les personnages de la cour. Donc, Knight of Swords, c'est vraiment la prise de pouvoir grâce à son pouvoir intellectuel et ne jamais lâcher avant qu'on ait gagné. Là, on est dans les émotions qui sont directement liées au monde intellectuel et du coup, il y a cette idée de l'art pour l'art ou l'art pour s'exprimer ou il y a cette idée de vraiment s'exprimer par l'art, pas vraiment pour la beauté, mais parce que c'est devenu un vrai moyen d'expression. Ensuite, alors, je sais que le personnage est noir, mais en fait, dans le livret, il est décrit, et je trouvais que ça résonnait bien, comme Neo dans Matrix, avant d'entamer les aventures, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui recherche la vérité de façon astucieuse, de façon détournée, et qui va pouvoir peut-être diffuser une information grâce justement à des moyens purement intellectuels et purement dématérialisés. Et enfin, la princesse d'épée, on est vraiment sur le fait de porter la parole, d'essayer de transmettre cette parole au monde, d'essayer de colorer le monde avec sa propre idée. On retrouve, alors j'ai trouvé pour le coup qu'elle s'apparentait beaucoup à l'élément feu qui rejoignait l'idée de mouvement social, de lutte sociale un petit peu. Donc on est aussi un peu là-dedans, je trouve, avec cette carte-là. Ça fait beaucoup de cartes 78, n'est-ce pas? Donc, dernière suite, ça va être la suite des deniers. Donc, on est vraiment dans une idée d'implantation, dans l'idée de faire grandir quelque chose. Et en fait, l'auteur a imaginé ça comme éventuellement la construction d'une entreprise. Donc là, on est vraiment dans l'énergie pure de l'élan de création pure, l'élan de vouloir faire grandir quelque chose. C'est vraiment aussi pas mal une carte d'ambition et de vouloir créer quelque chose de matériel ou de financier. Ensuite, on arrive sur peut-être plus une période de réflexion où on va chercher à équilibrer les différents champs de notre vie, peut-être le champ de travail et le champ vie privée comme on le voit ici. On voit aussi cette personne qui regarde le plafond parce qu'elle est en train de faire sa gym mais visiblement elle est en train de peaufiner quelque chose éventuellement dans sa tête. Il y a vraiment une idée de s'outiller et de chercher à savoir ce qu'on va développer, mettre au point. Je trouve que c'est cette carte d'équilibre et de mettre au point. Ensuite, on est vraiment dans une carte de on commence à monter le projet en collaboration et le fait aussi de voir ça qui monte, de voir notre projet se monter et aussi d'être en collaboration nous donne un nouvel élan encore d'inspiration. Avec le 4, on est vraiment sur un point d'équilibre ou peut-être avec tous ces deniers là qu'on peut enfin récupérer
les premiers bénéfices de nos actions, récupérer peut-être un salaire, récupérer un peu d'argent et commencer à construire vraiment une sorte de capital. Le 5, ça ne nous évite pas d'avoir des ennuis. On peut être un petit peu cassé dans notre élan par des ennuis soit de santé, soit des ennuis financiers. Le 6, c'est le fait, tout compte fait, de trouver quand même le succès et d'avoir de l'argent au point non seulement de pouvoir se payer, mais en plus de pouvoir faire acte de générosité. Avec le 7, alors je ne sais pas si vous verrez bien l'image, mais c'est vraiment une ville de nuit avec des points très faiblement lumineux. Parce que c'est une idée de failure, c'est une idée de perte, d'échec, de retour à la case départ éventuellement, de perdre tout ce qu'on a bâti jusque-là. On retrouve vraiment aussi l'image de la carte du fou dans ce, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cet homme, attendez, je vais vous trouver ça parce que c'est quand même assez, je trouve que le thème se rapproche vachement. Voilà, cet homme qui avait tout et qui tout d'un coup perd tout. Hop. Ensuite, le 8 de denier, on est vraiment dans le fait de chercher à aller plus loin vraiment en s'attelant à la tâche, en étant minutieux dans son travail, en faisant un travail luxueux que chacun pourra constater. Ensuite, plein potentiel de la suite avec le 9, c'est effectivement ce confort financier, le fait de pouvoir enfin lâcher prise et enfin pouvoir penser un petit peu à autre chose que le travail et l'argent et pouvoir juste profiter de ce qu'on a réussi à créer. Et le 10, c'est la richesse et c'est éventuellement le fait de penser à réinvestir ce qu'on a réussi à gagner. Avec le roi de denier, je l'adore, on est vraiment dans le fait de faire une vraie démonstration grâce à ce qu'on a réussi à acquérir en termes de savoir, en termes de matériel, en termes aussi de ce qu'on arrive à créer vraiment en termes matériels, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus matériel que la cuisine? Donc c'est vraiment pouvoir faire preuve de générosité à travers les éléments matériels. Là, c'est plus le matériel lié au monde émotionnel avec cette reine de denier, puisqu'elle fait profiter de sa richesse à toute sa famille et elle profite de cette richesse pour entretenir sa famille, chouchouter sa famille et offrir, elle aussi, de bons repas. Le prince de denier, c'est vraiment, il y a quelque chose de plus analytique qui est lié au monde financier, c'est-à-dire analyser les finances, essayer de gagner le plus possible, pas par rapport à un travail manuel et vraiment matériel, mais plus par rapport à des données éventuellement informatiques, en tout cas immatérielles. Et enfin, je l'adore aussi cette carte-là, c'est vraiment la princesse de denier qui est représentée comme une maîtresse de maternelle et qui est vraiment le fait d'être protectrice, de faire croître des choses, d'apporter sa patte personnelle pour faire croître notamment là des petits enfants. Donc j'ai trouvé ça particulièrement joli comme illustration de la princesse de denier. Une petite parenthèse avant de tirer mes conclusions. Vous savez peut-être que si vous voulez faire du travail de l'ombre, et je conseille franchement spécialement ce jeu pour le travail de l'ombre, c'est avec ce jeu que je chemine ces temps-ci et ça dépote. Mes places sont toujours ouvertes pour mon atelier Cheminer dans mon ombre. Je vous mettrai pareil le lien en dessous. Mais en fait, si vous adhérez à cet atelier, je me servirai justement de ce jeu de tarot pour vous. Je vais vraiment utiliser ce tarot pendant le cours parce que j'en ai envie et parce qu'il se prête particulièrement bien à ça. Mais en gros, l'idée de cet atelier, c'est, je m'adresse à vous si vraiment vous avez l'impression de vous focaliser sur de vieux schémas qui ne vous servent plus ou sur une vieille identité qui ne vous convient plus non plus. Et je vais vous apprendre en fait à accepter cette part de vous qu'on appelle l'ombre et que vous vous cachez à vous-même et que vous cachez encore plus aux autres sans forcément y arriver. Et du coup, on va apporter les changements que vous savez nécessaires dans votre vie. Mais bref, à quoi me sert ce jeu un peu au quotidien? Comme je vous l'ai dit, je me fais des tirages en rapport avec le travail de l'ombre. Je le trouve extrêmement terre à terre. Il est assez peu lumineux, comme vous avez pu voir. Hein. Il est facilement très très sombre. Même quand c'est lumineux, c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, là, c'est clairement une carte de risque, même s'il est très très lumineux.
Mais justement, je pense que j'avais besoin de ça, en tout cas à cette époque de ma vie. Euh, Ce jeu ne vous ira pas si vous avez vraiment du mal à vous connecter avec des choses concrètes, des éléments concrets. Parce que vous avez vu, ce jeu est quand même assez terre à terre. Il va quand même parler de situations vraiment très ancrées. Donc, si vous connectez pas avec ça, vous aurez honnêtement du mal. Et puis parce que faut adhérer à la vision de l'auteur. Il a une vision hyper personnelle des archétypes. Alors si vous n'y arrivez pas, si vous avez un autre jeu dans ce genre-là qui représente des situations de vie très réelles et que vous n'arrivez pas à l'extrapoler pour votre vie à vous, je vous donne un petit conseil. Demandez-vous face à une carte de ce type quel est le sentiment que ça suscite. Est-ce que c'est un sentiment de réflexion? Est-ce que c'est un sentiment d'équilibre? Est-ce que c'est un sentiment de faire l'effort de se muscler par exemple? Quel est le sentiment que ça éveille en vous? Et ensuite, demandez-vous où dans votre vie vous vivez ce même sentiment. Effectivement, ce sera sans doute pas dans une salle de sport sur un ballon de gymnastique. Un petit mot aussi par rapport aux personnages de la cour. J'ai adoré les personnages de la cour de ce jeu. Je trouve qu'ils sont très parlants à chaque fois, surtout les rois, je crois, et les princesses. Mais par contre, je vous conseille toujours de prendre des jeux où vous pouvez vous identifier facilement aux personnages de la cour qui peuvent vous représenter. Et en général, moi, je me connecte le mieux à la reine de denier. Et là, très honnêtement, alors ok, elle a l'air, non, elle a même pas l'air sympa en fait. Je connecte très mal à cette reine de denier. Je sais pas trop ce qu'elle a à voir avec moi. Je me retrouve pas du tout dans cette reine de denier. Du coup, je trouve qu'on a peut-être un peu plus de mal à se. Les personnages sont tellement ancrés dans le réel. Je veux dire, même si on se reconnaît par exemple dans le roi de denier, peut-être qu'on va pas connecter avec un cuisinier en chef moustachu. C'est quelque part le fait que ce soit très ancré dans le réel, ça nous empêche vraiment de nous identifier aux situations ou aux personnages. Et je comprends que ça puisse poser problème à certaines personnes. Donc voilà pour ce jeu. C'était une vidéo super longue. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a été utile aussi pour apporter de l'eau à votre moulin pour les jeux que vous êtes en train d'étudier. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine.